stage pour devenir caméraman et travailler à la télévision, ce que j'ai fait immédiatement. Donc ça, c'est la partie études purement spécifique au journalisme, qui a duré finalement 3 mois, et qui était plus une partie vraiment où on m'apprenait à être journaliste reporter d'image, plus que rédacteur. C'est-à-dire un caméraman qui part à peu près n'importe où pour faire à peu près tout et n'importe quoi quand on lui demande. Et éventuellement, quand même capable de le faire tout seul, sans rédacteur. Donc voilà, ça c'est pour la partie études, mais qui a été très très rapide. Moi, parce que j'ai vraiment appris le métier en étant sur le terrain, en travaillant avec des collègues qui étaient plus aguerris que moi. Parce que quand j'ai commencé, je croyais savoir, et en fait, c'est les métiers où il y a des pièges tout le temps, et où même si on peut faire tous les ans la rentrée des classes, tous les ans il y aura un truc différent, quoi. Ça ne sera jamais pareil. Donc il y a plein de pièges. Donc ça s'apprend de toute façon, et même quand on fait une école de journalisme, parce qu'après j'ai travaillé avec des gens qui évidemment sortaient de l'école de journalisme et qui faisaient à peu près les mêmes bêtises que moi au départ, quoi. Donc bon, ils en faisaient sûrement beaucoup moins que moi j'en ai fait, parce qu'ils avaient quand même des bases assez solides. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, si vous vous présentez dans une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, pour trouver du boulot en tant que journaliste, on va vous demander si vous avez quelle école vous avez faite. CFPJ, CFJ, enfin, le QEJ à Strasbourg, enfin toutes les écoles, même une fac, il y a à Tours, je crois qu'il y a un IUT de journalisme aussi, il y a plein de filières. Mais rentrer comme ça par la petite porte, ça aujourd'hui c'est terminé. Donc voilà, c'était la partie études. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément en quoi consiste votre activité au sein de France? Moi, je m'occupe essentiellement des sites des magazines, des sites d'information des magazines, avec un rôle éditorial. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des grands magazines qui sont évidemment diffusés par France 2, France 3, donc Envoyé spécial, quand vous les connaissez peut-être, Envoyé spécial, Complément d'enquête, qu'est-ce qu'il y a, Cache Investigation, il y a, je sais pas, Mots croisés, enfin tous ces grands magazines d'infos. Donc ça, c'est des émissions qui sont diffusées sur la chaîne, qu'on prépare en amont sur le web, avec des articles qu'on écrit, des photos, des documents qu'on demande aux gens qui sont en reportage de nous fournir, des documents qu'on a avant l'émission. Donc on va avoir des extraits, on va commencer à travailler dessus. Et puis ensuite le lendemain de l'émission, on va compléter en fonction de ce qu'il y a pu se dire s'échanger sur les réseaux sociaux, sur Facebook, principalement sur Twitter, parce que les émissions sont commentées en direct. Donc après, il y a tout un boulot le lendemain qui consiste à faire ça. Comme il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de boulot. Voilà, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc essentiellement écrire des papiers. Moi j'ai aussi un rôle un peu plus technique, parce que je m'occupe de récupérer les vidéos, de les découper, de les compresser au bon format, de les mettre, voilà, de faire les choses un peu propres, de trouver une iconographie. Et puis voilà, ça en relation avec les gens qui écrivent plus spécifiquement des papiers, qui soient avant l'émission ou après. Il y a une conférence de rédaction. Ça, je pense que vous le savez déjà. Tous les matins, tous les midis, tous les après-midi, il y en a à peu près 3-4 par jour. Grosse conférence de rédaction dans laquelle on passe au peigne fin tout ce qui est possible de traiter dans la journée. Pour les journaux du jour même, pour les journaux, je ne sais pas, à 3-4 jours près, en fonction de l'intérêt, de l'urgence de l'information, etc., etc. Et puis aussi en fonction de ce qui a pu se passer dans la nuit, ce qui a pu se passer à l'étranger. Évidemment, si on a prévu de faire un reportage sur une exposition au musée Beaubourg et qu'il y a un attentat, tout ça c'est évidemment remis en question. C'est le rôle de la conférence de rédaction. Donc, des rédacteurs en chef, des chefs des différents services, économie, politique,
culture, sport, etc., etc. Et là, il y a toute une discussion. En général, la hiérarchie de l'info, elle est assez immédiate, quoi. Il n'y a pas besoin de discuter 4 heures entre les gens et les gens ne vont pas assez triper en conférence de rédaction. Il faut dire oui, mais moi j'ai un sujet sur l'exposition bidule qui doit passer s'il y a une information importante. Et ça, les gens se bagarrent pas. Ça se fait à peu près normalement. Donc ces conférences de rédaction, c'est toujours des moments très intéressants parce que là, ça se discute vraiment. Et du début de la conférence jusqu'à la fin, les choses se mettent petit à petit en place. Elles se mettent en place essentiellement pour les journaux du midi, où on sait qu'il y aura une refonte du reportage pour le soir, en 20 heures, qu'il y en aura éventuellement une pour le journal de la nuit. Donc après, c'est de l'organisation. Après, une fois que tout ça est dit, il faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'équipes pour dispatcher les gens. Il faut les envoyer, il faut les mettre dans des voitures, dans des avions, dans des trains. Il faut appeler les correspondants qui sont à l'étranger. Eux aussi participent à la conférence par un système d'interphone. Aussi, sinon le téléphone, ils disent ce qu'ils ont à faire, et puis que tout s'organise comme ça. Oui. Et quand vous dites une refonte de l'information, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que, en fait, si vous avez l'exemple d'un attentat qui a lieu, par exemple l'attentat de Charlie Hebdo, pour parler de ça, il a eu lieu le matin, la conférence était déjà finie depuis longtemps. Là, il faut réagir tout de suite, donc là, on fait repartir, on déroute des gens qui étaient sur quelque chose, on les remet là-dessus. Il y aura un premier reportage à midi. Mais à la conférence de l'après-midi, évidemment, on sait qu'il y a plein d'autres informations qui sont arrivées depuis. On sait qui, on sait pourquoi, on sait mieux comment, etc. On a plein de documents, donc on ne va pas se contenter de diffuser le soir le reportage qu'on a fait à midi. Donc on va en faire une refonte là quasiment totale, ce ne sera même pas le même reportage. Maintenant, sur une grève des éboueurs à Marseille, qui fait partie du journal de midi, le soir, ce reportage sera toujours diffusé. On aura peut-être rajouté, je ne sais pas, l'interview du préfet, peu importe, de n'importe qui qu'on n'avait pas eu avant et qui va donner un éclairage nouveau. Admettons que ça soit le 15e jour de la grève, peut-être qu'on aura un spécialiste sanitaire qui va expliquer qu'il faudrait peut-être quand même qu'on fasse quelque chose, etc. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc, entre le midi, le soir et éventuellement la nuit, le reportage n'est pas forcément le même. Déjà, elles sont liées au fonctionnement de la caméra, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'elle ne soit pas en panne. Ça, c'est déjà un truc, mais ça arrive, donc il faut se débrouiller. Après, c'est des contraintes de temps, des contraintes de décalage horaire. Beaucoup, souvent. Quand vous êtes, je sais pas, en Amérique du Sud, aux États-Unis ou en Chine, des fois, il faut se lever à 5 h du matin pour faire un direct qui a lieu à Paris à 20 h. Donc ça, c'est des gros problèmes. Après, on est autonome sur la technique. Si les formats de diffusion, de standards ne sont pas les mêmes dans les pays étrangers où on est, nous, on est autonome. On peut envoyer par satellite, ça nous arrive très rarement, on envoie par satellite, vraiment dans des cas de pays en guerre, sur des conflits, des trucs comme ça. Sinon, on arrive toujours à se débrouiller. On va dans la chaîne du pays, on prend rendez-vous dans la chaîne du pays qui nous accueille. Eux, ils ont du matériel qui va nous permettre d'envoyer notre reportage en temps et en heure. Alors, la contrainte technique, là, c'est qu'en général, on se met dans une voiture avec une petite valise de montage, on monte notre reportage, on enregistre le commentaire dans la voiture en essayant qu'il n'y ait pas trop de bruit, et puis on va filer à la chaîne de télévision locale pour diffuser la cassette ou le fichier. On peut aussi avoir la possibilité, ça dépend où on se trouve, si on est dans une grande ville, on va directement aller dans le bureau de la chaîne, leur demander s'ils peuvent nous louer une salle de montage. À ce moment-là, ça se paye, on la paye, on loue, on monte sur place, on envoie le reportage après. Pour ce qui est du tournage, après, il y a des questions bêtes techniques. Je ne sais pas si vous tournez dans des pays où il fait -50, une batterie elle va durer 10 minutes.
c'est compliqué. Il peut pleuvoir des cordes, il peut y avoir des tempêtes de sable, ça peut empêcher les caméras. Moi je tournais sur des caméras qui étaient encore à cassette, c'est très fragile. Ça fait aussi partie des contraintes techniques. Quand vous avez une vidéo qui est passée au journal télévisé et que vous voulez la mettre sur le site web, est-ce que vous allez convertir la vidéo dans un format qui est plus simple à intégrer dans une page web, ou est-ce que vous allez la regrouper, enfin la remonter la vidéo avec les mêmes rushs et en général, on ne la remonte pas. On prend la vidéo telle qu'elle est, ça veut dire pour faire simple. Et là-dedans, on sait qu'on raconte une histoire. Mais l'histoire, c'est comme au cinéma. Vous pensez que vous allez la raconter en disant tiens, je vais dire ça d'abord, je vais montrer ça après, je vais venir là, il va y avoir ça. Et le monteur, quand vous arrivez en salle de montage, il va dire ouais, c'est bien ton truc, c'est pas mal, mais si on met ça avant, peut-être ça va être encore mieux, ça va être encore plus dynamique. Et quand vous avez la possibilité de travailler avec la vidéo comme avec du traitement de texte, c'est très facile de montrer à un journaliste, de dire tiens, attends, je vais te le mettre tout de suite, là. Je te mets ça, je le mets avant plutôt qu'après, tu vas voir, c'est plus fort, etc. Le type dit ah oui. Quand c'était en cassette, il fallait que le monteur ait un grand pouvoir de persuasion vis-à-vis du rédacteur qui regardait la montre, en disant mais non, tu vas voir, ça va être mieux. Et là maintenant c'est quand même vachement plus simple. Hein. Parce que ça aussi c'est quelque chose quand même très très important. C'est sur la narration de l'histoire, c'est jamais linéaire comme on a pu le penser. Entre le reportage de news et le reportage de magazine. Quand vous faites du news, en général, vous arrivez sur un truc qui est terminé et vous allez en rendre compte, vous allez être obligé d'illustrer avec des choses qui sont finies, qui sont passées. Quand vous tournez un magazine, vous allez sur quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est live, quoi. Et là, il faut tout saisir. Donc en principe, vous n'avez pas à demander aux gens de faire ou tel truc. Ça se passe sous vos yeux. C'est extrêmement difficile à ce moment-là parce qu'il faut tout choper tout de suite en temps réel. Il faut en même temps faire un travail de cinéma, c'est-à-dire qu'il faut découper, il faut découper une action, sinon si je vous filme en train d'écrire et que je reste avec ma caméra comme ça pendant 30 secondes en train de vous filmer en train d'écrire sans bouger ma caméra, ça va être mortel. Donc il faut que moi je fasse un plan large, un gros plan, un plan de vos yeux, un plan de votre main, voilà. Et pour parler d'une action simple, hein, quelqu'un est en train d'écrire, mais quelqu'un qui est en train de soigner des animaux, ou je sais quoi, etc. Il faut aller très très vite, et il faut découper. C'est-à-dire qu'il faut aussi faut avoir un langage de cinéma, et il faut le faire en temps réel. Au cinéma, on recommence, on s'arrête, en magazine, on ne peut pas faire ça. En magazine, il n'y a pas de mise en scène. Ou alors s'il y en a, c'est une vraie faute. Hein. Là, c'est une faute grave. Une marque de fabrique qu'il y a pu avoir, dans les années 80-90, Capital sur M6, c'était une vraie marque de fabrique. C'était des tournages en plan séquence, au grand angle, etc. C'est devenu... après, tout le monde s'en a inspiré. C'était riche. C'était une marque de fabrique, mais avec vraiment beaucoup de savoir-faire, avec une très bonne technicité, avec plein d'informations dans l'image. C'était super bien construit. Aujourd'hui, la marque de fabrique, c'est on fait la même chose, mais on montre plus d'images. On montre le journaliste qui se balade avec le micro, qui dit bidule, tiens, tu m'as dit que quand tu es arrivé à tel endroit, les gens étaient en train de se faire taper dessus par la police. Ah bah oui, j'ai vu ça, ils étaient en train de se faire taper dessus. Et alors, ça t'a choqué? Ah bah oui, ça m'a choqué. Mais c'est rien d'autre que ça. C'est pas passionnant au bout du compte. C'est plutôt sympa, c'est plutôt marrant.